Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous ne vivez que pour le théâtre. Vous avez touché à tous les genres avec une passion qui demeure intacte après plus de 30 ans de scène. Vous êtes un homme de bonne compagnie, celle que vous avez réunie, votre petite famille du spectacle. Bonjour Thomas Le Douarec. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai qu'on connaît vos spectacles, on vous connaît moins parce que vous n'êtes pas toujours très médiatisé, sans doute par manque de temps. Là, on va évoquer tout à l'heure votre nouveau spectacle qui est au Studio Héberto, mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Et votre parcours est important. Donc on va démarrer avec une date qui est importante pour vous dans votre souvenir. Le 1er octobre 1983, vous découvrez ce spectacle. Eh bien, mais c'est au mieux. Tu l'aimes, dis-le lui. Cyrano de Bergerac avec Jacques Weber à Mogador. Et ça, je crois que c'est le premier grand choc de votre vie, Thomas Le Douarec. Ah oui, c'est lui qui m'a donné envie de faire du théâtre. Enfin, c'est Cyrano et Jacques Weber. Il était exceptionnel dans Cyrano, Jacques Weber. Et je l'ai croisé, d'ailleurs, je l'ai rencontré à plusieurs reprises et on a failli travailler ensemble sur un projet. C'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné, que j'ai toujours un plaisir énorme de le revoir sur scène, et j'adorerais faire avec lui le Roi Lear de Shakespeare. Je trouve que ce serait un merveilleux Roi Lear. Il a cette dimension. Et votre souvenir d'enfance, où vous aviez 12 ou 13 ans, c'est un carrosse tiré par de vrais chevaux sur le plateau. Oui, la mise en scène était de Jérôme Savary, et quelque part, il m'a influencé. Par la suite, parce que ça m'a donné c'est peut-être ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Je sais pas, en tout cas, parce que j'avais peut-être pas envie. Pour le moment, j'y pensais pas à la mise en scène je devais avoir 13 ou 14 ans quand j'ai vu le spectacle. Mais effectivement, j'avais été fasciné parce que il avait réussi un tour de force. Savary, c'est qu'il avait réussi à mettre des chevaux sur scène et t'avais vraiment le carrosse qui roulait sur scène. Il y avait un tapis roulant et le cheval courait. Alors moi j'avais un souvenir de plusieurs chevaux, mais je pense qu'il n'y en avait qu'un seul. Mais il courait sur un tapis roulant et c'était impressionnant. Mais Savary était impressionnant dans son travail. Il faut savoir qu'à une époque, il montait 4 spectacles en même temps. Un à Paris, un à Perpignan, un en Allemagne, et puis il y avait Mogador le soir. Donc il partait le matin à Perpignan, il allait ensuite en Allemagne, il revenait le soir saluer à Paris et à Mogador. Et je crois qu'un jour, il ne s'est trompé que dans le prénom d'un assistant. C'est absolument hallucinant de travailler comme ça. Alors, il se trouve qu'à l'époque, vous découvrez le théâtre au Théâtre de la Huchette, car vous avez vécu au-dessus du Théâtre de la Huchette dans vos jeunes années, Thomas Le Douarec. Tout à fait, exactement. Non, c'est vrai, quand je monte à Paris pour la première fois de ma province diepoise, ma province normande, ma maman devait refaire des études et on se retrouve rue de la Huchette, dans un appartement juste au-dessus du théâtre, qui appartenait à un dessinateur qui s'appelle Tommy Ungerer. Oui, bien sûr. Tommy Ungerer qui était un des grands dessinateurs du New York Times. Et qui a travaillé aussi à l'Express en France. Et qui a travaillé aussi, qui avait écrit une magnifique, qui avait illustré en fait Les Trois Brigands. Je ne sais pas si vous connaissez c'est presque un roman pictural. Les Trois Brigands qui est plus pour le jeune public. Et Tommy Ungerer nous avait accueillis dans son appartement qui était magnifique. Et le premier contact avec une troupe de théâtre, c'était celle de la Huchette. Et j'avais vu un spectacle, il nous avait invités, parce que moi je les croisais tous les soirs en rentrant chez moi, en rentrant de l'école, et il m'invitait régulièrement dans les loges, et il m'avait invité, je me souviendrai toujours d'un spectacle qu'ils avaient fait, un spectacle sur Jacques Prévert, et j'avais adoré cette première rencontre. C'était Parole, je crois, ouais. Qui était au départ un recueil de 95 poèmes, sans ponctuation, forme et longueur, voilà. Et j'avais un très beau souvenir d'un poème de Jacques Prévert, enfin d'un des poèmes de Parole, qui était magnifiquement mis en scène, et c'était avec des allumettes, et ils allumaient une allumette à chaque fois pour découvrir une partie de son corps, et c'est un très beau souvenir que j'ai du spectacle. Alors le souvenir aussi de votre enfance en Normandie, puisque vous avez grandi en Normandie en partie, c'est le jazz avec un saxophone. Et oui, et ce qui est drôle, c'est que la vie est ainsi faite. Ce matin, j'ai joué du saxophone ce matin avant de venir à cette émission. Et le sax, la musique a été ma première passion, ma première grande passion. Et le jazz en partie. D'ailleurs, le spectacle que je vais jouer à partir du 23 octobre je joue un pianiste de jazz. Donc la musique a toujours fait partie de ma vie. Et alors je pense que j'aurais pas pu en faire mon métier parce que je suis peut-être pas assez doué pour cela, mais en tout cas pour en vivre. Mais en tout cas, j'ai toujours eu cette immense passion pour la musique, pour moi qui est l'art absolu. Et je crois que la découverte du théâtre sur scène de Thomas Le Douarec, c'est à l'école pour un spectacle qui s'appelait Caviar ou lentilles. Oui, c'était
J'étais au lycée Corneille à Rouen et Madame Alliot, ma professeure de français, nous avait initiés au théâtre. On avait monté cette pièce qui est une pièce totalement inconnue d'un auteur italien qui s'appelle Caviar ou Lentilles. Et je jouais avec Valérie Bonneton. Il y avait Valérie Bonneton dans ma classe. Qui débutait aussi, Qui débutait, on était en seconde, donc on était vraiment... on connaissait, on n'avait jamais fait du théâtre. Mais en tout cas, c'est mon premier contact avec un plateau. Ouais. Et je crois que vous jouiez quelqu'un qui remplit les poches de son smoking pour nourrir sa famille. Exactement. Et ça existe, parce que moi je me souviens, dans mes jeunes années de journalisme, d'une dame qui arrivait dans les cocktails parisiens où on entrait sans problème, avec un sac réfrigéré. Elle prenait les petits fours qu'elle mettait dans son sac et elle se nourrissait de ça. Mais moi, j'ai travaillé comme mon premier travail quand je suis monté à Paris en faisant mes études de théâtre. J'étais contrôleur au théâtre de la ville et il y avait des pots à chaque première et à chaque dernière et on était habitués nous en tant que contrôleurs parce que on savait qu'il y avait toujours ce qu'on appelait les piques-assiettes en fait. Il y avait toujours des gens qui arrivaient, qui réussissaient à passer et on finissait par les laisser passer parce qu'en fait ils venaient manger lors des cocktails. Et ça c'est un truc je l'ai appris oui. Alors ensuite, je crois que vous allez au Havre, dans une pension, l'Institut catholique Saint-Vincent, parce que vous êtes assez infernal. Et là, ça va être votre second choc pour le théâtre, je crois, avec un surveillant. Oui, il était surveillant quand je suis arrivé. C'était à Saint-Jo, l'institution catholique Saint-Joseph du Havre, chez les jésuites. Et Joël était un surveillant. Il avait déjà fait du théâtre. Il avait monté un atelier et je suis arrivé. Moi, fort de mon expérience au lycée Corneille avec Caviar ou Lentilles, je me suis dit, allez, je me lance. Et j'ai frappé à la porte de l'atelier théâtre et puis j'en suis jamais ressorti. Et ça a été une formidable rencontre avec Joël puisqu'on a monté ensemble une dizaine de spectacles. Je l'ai assisté. Il était également musicien. J'avais monté un ciné-club avec lui, un groupe de jazz. Et on a fait même des stages de théâtre ensemble. À l'époque, il y avait Claude Amiel, le théâtre du corps qui était installé au Havre et qui faisait des stages d'expression corporelle en Suisse. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires avec Joël et c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Voilà. Et à l'époque, il y a un film qui vous a marqué, je crois, c'est Sailor et Lula de David Lynch. Ouais. Palme d'Or au Festival de Cannes en 90. Ouais, ça a été pour moi le premier choc esthétique, le premier choc artistique avec tout d'un coup, c'est ça je pense que ça a été un des moteurs. Ce qui m'a poussé à faire de la mise en scène, c'est en partie Sailor and Lula. Tout d'un coup, ça me paraissait évident. Je trouvais qu'on pouvait raconter des choses avec tellement de fantaisie. C'était fascinant ce qu'il avait réussi à faire avec Sailor and Lula, parce que c'était à la fois populaire. C'est ça, j'ai toujours été fasciné par des choses qui peuvent être à la fois extrêmement pointues. Il savait exactement où il allait et en même temps, il arrivait à toucher le plus grand nombre. C'est ça qui m'avait fasciné dans Sailor and Lula, parce que tout le monde peut accéder à ce film, j'en suis persuadé. Alors, il se trouve aussi qu'au départ, Thomas Ledouarec, votre but, c'est pas le théâtre, c'est un loisir. Vous allez préparer Sciences Po et puis une rencontre au cours Florent va tout changer. Oui, alors, je pense que j'osais pas, mon éducation, mes parents, rien ne me poussait à faire du théâtre. C'était impossible pour moi d'imaginer qu'on pouvait en faire un métier. Donc au départ, j'étais effectivement prédestiné à faire de la politique. Mais comme j'avais fait beaucoup de théâtre au lycée, et je me suis dit, bon, allez, cet été, je vais faire à la fois un stage à l'école Florent et puis un stage de prépa IP-Sup Sciences Po. Et là-dessus, lors de ce stage chez Florent, je tombe sur Francis Huster, qui avait pris en main les jeunes stagiaires et il y avait une jeune femme que j'ai rencontrée qui a été après ma femme dont je suis tombé éperdument amoureux et qui a été aussi décisive dans ma décision après de faire du théâtre. Et Huster m'a beaucoup aidé parce que cette jeune comédienne était également déjà à l'école en seconde année et Huster m'avait proposé à la fin du stage de rentrer directement en seconde année, ce qui a fini par me décider en fait. Oui, mais ça a été 8 mois de cauchemar parce que on vous distribuait nulle part à l'époque, Thomas Ledouarec. Non, j'ai un mauvais souvenir cette première année à Florent, parce que c'était Michel Arfaud, mon premier professeur à l'école, et alors de mon premier passage sur scène, elle m'a dit des choses qui m'ont vraiment traumatisé, et je n'ai pas réussi après ce premier passage à remonter sur scène j'ai mis 6 mois avant de remonter sur scène. Mais c'était une horreur, elle ne croyait pas en vous, qu'est-ce qui Non, voilà, c'est ça, elle m'avait blessé. Je pense que j'étais un jeune, encore un jeune adulte qui sortait à peine de l'adolescence et ses premiers mots m'ont blessé profondément. Il m'avait dit quelque chose comme t'étais espèce de romantico à la con, un truc comme ça qui m'avait vraiment blessé. J'étais plein encore d'enthousiasme et de rêve
Et à ce moment-là, elle a brisé une partie de moi. Mais après, ça m'a permis de rebondir autrement parce que l'acteur s'est tu pendant un moment et c'est ça qui m'a peut-être permis d'attaquer la mise en scène. Oui, parce que justement, le hasard ou le destin a fait que vous avez rattrapé de justesse un Guitry qui devait être monté pour les étudiants de deuxième année. Exactement, en fait, j'avais comme personne ne m'avait vu sur scène pendant toute l'année et j'étais pas considéré comme un des stars de cours, donc j'avais un seul atelier d'élèves qui m'avait accepté, j'avais un tout petit rôle, c'était un ami qui s'appelait David Caris qui voulait monter ça, et puis au bout de 15 répétitions, il me dit je peux pas, j'y arriverai pas, mais moi je sais rien d'autre. Et donc là j'ai proposé à tous mes camarades, j'ai dit écoutez, David il jette l'éponge, mais moi je vais le monter, je vais le mettre en scène, et ça a été le premier déclic avec la mise en scène. Et voilà, ça a été non seulement un déclic pour moi, mais pour les autres. Et j'ai trouvé mon métier, ma voix, et ce qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. Voilà. Eh bien, ça, c'est la première partie. On va évoquer la seconde avec une autre date, le 9 décembre 1994. À tout de suite sur Sud Radio avec Thomas Ledoirec. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Thomas Ledoirec. Nous parlerons tout à l'heure de Ce qui reste d'un amour, une pièce que vous mettez en scène et que vous jouez au Studio Hébertot. On en revient à votre parcours débuté par hasard en Normandie, puis au Cours Florent. Et puis, le 9 décembre 1994, c'est votre première télé. Vous êtes dans Midi Normandie. Il y a un reportage de 3 minutes 40 sur les sorcières de Salem. Vous assurez la mise en scène, vous jouez dedans à Paris, mais vous avez tenu à passer à la télévision en Normandie car c'est votre région. Vous vous en souvenez? Non, je me souviens absolument pas. Non, c'était les sorcières de Salem, quelle aventure extraordinaire. C'était Barbara Schulz jouait le rôle d'Abigail. Elle débutait, c'était sa première pièce au théâtre. Il y avait Grégoire Bonnet qui jouait le juge Danforth. Et puis Gilles Nicolo, Juliette Méniac, Walter Auton, enfin il y avait toute mon équipe, toute ma compagnie, en fait tous les gens avec qui j'ai fait du théâtre après pendant des années. Et malheureusement après la vie nous a séparés, enfin la vie fait son œuvre toute seule, et puis les gens on se quitte un peu de vue, puis après le métier est ainsi fait. Mais en tout cas oui, non, ça a été le premier grand succès de la compagnie, oui. Oui, et en même temps, vous avez eu beaucoup de mal à obtenir les droits parce qu'ils étaient bloqués. Et vous vous êtes battu, Thomas Ledoirec, pour les récupérer. C'est une histoire terrible. C'était en fait les droits. Martha Andras. En fait, j'avais rencontré Martha Andras, qui était un grand agent littéraire à l'époque. Mais malheureusement, au moment où elle me donne les droits, enfin, elle veut me donner les droits, et elle meurt. C'est comme ça. Mais comme elle avait déjà fait la démarche, je me suis retrouvé abandonné seul, donc sans agent, et donc je m'adresse directement en fait aux ayants droit, enfin à l'agent américain d'Arthur Miller. Donc j'appelle directement l'agent américain qui me donne les droits en anglais, en américain. Mais il fallait absolument que je trouve un agent qui puisse me représenter en France. Et là, il y a une ex-assistante de Martha Andras qui s'appelait Suzanne Sarki à l'époque, qui se propose de s'occuper des droits. Et Suzanne, qui est devenue maintenant une grande agente littéraire, m'aide à ce niveau-là. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en fait, au moment où elle me donne les droits, elle n'a pas voulu passer par la SACD. Erreur monumentale de sa part, puisque moi, j'obtiens les droits d'Arthur Miller. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait signé un contrat d'exclusivité avec Marcel Aimé. Qui était l'adaptateur. En fait, à l'époque, il était le premier à avoir adapté les Sorcières de Salem, mais après, Jean-Paul Sartre en avait fait une adaptation pour le cinéma. Et Arthur Miller avait tellement détesté l'adaptation de Jean-Paul Sartre qu'il avait interdit d'autres adaptations que uniquement celle de Marcel Aimé. Donc le seul moyen de jouer la pièce, c'était de jouer l'adaptation de Marcel Aimé. Mais je ne le savais pas, parce que j'étais pas passé par la SACD. Donc je commence à jouer, et là tout d'un coup, on me dit, mais vous pouvez pas jouer, vous n'avez pas les droits. Alors que j'avais payé très cher des droits. Et voilà, c'était une histoire. Après, on a été de procès en procès. J'ai fini par gagner. Voilà. Bon, Alors, il faut savoir que Les Sorcières de Salem, au départ, c'est une pièce de théâtre en France par Simone Signoret et Yves Montand. Et ils en ont fait un film. C'est vrai que ce film a marqué aussi l'histoire du cinéma. Signoret, Montand, Raymond Rouleau. Et Réalisé par Raymond voilà. Rouleau. Et d'ailleurs, c'est à la suite de ça qu'ils ont entendu parler d'Arthur Miller, qui les ont rencontrés ensuite aux États-Unis. Ah oui, c'est une histoire incroyable. Où il venait d'épouser Marilyn Monroe. Exactement. On connaît la suite. On connaît la suite. Alors, il se trouve que ce spectacle, vous l'avez créé dans une petite salle
le Centre Matisse et vous avez fait la réouverture d'un théâtre mythique qui était le Trianon. Oui, alors c'était pas avec Les Sorcières de Salem que j'avais rouvert le Trianon, c'était avec Dommage qu'elle soit une putain Exactement. de John Ford, qui est un contemporain de Shakespeare, mais on a repris effectivement Les Sorcières de Salem au Trianon et ça a été une aventure incroyable parce que c'était un théâtre de 1000 places, vous le connaissez. Bien sûr. Il est 80 boulevard Rochechouart, il existe toujours, il a été rénové depuis que parce que moi à l'époque quand je réouvre le Trianon, c'était un cinéma de banlieue, enfin un cinéma de banlieue, non, c'était pas on était dans Paris mais il y avait que des séries Z, il y avait Jean-Claude Van Damme de midi à minuit. C'est qu'on répétait de minuit, entre minuit et midi. C'est fou, hein? C'était une histoire. Et le directeur du cinéma m'a dit, écoute, allez-y, vous pouvez répéter. Alors, il a fallu qu'on balaye. On a balayé, il y avait 30 cm de poussière. Enfin, c'était. Mais j'ai démarré grâce à cet homme qui s'appelait Guy Lévy-Balanzi, qui vient de mourir. D'ailleurs, je lui rends hommage. Il est mort là il y a 2 mois. Et c'est lui qui m'a donné ma première chance et qui m'a ouvert les portes du Trianon et j'y ai monté beaucoup de spectacles. Oui, et ce lieu aujourd'hui est une salle de concert où se produisent des groupes. Et au départ, dans les années 20, c'était déjà un théâtre. Et le directeur, c'était le père de Jacqueline Joubert. Qui s'appelait Pierre. Elle s'appelait Jacqueline Pierre au départ. Je ne savais pas. Merci. Alors, il se trouve que cette compagnie, vous avez essayé de la créer parce qu'il n'y avait pas d'autre solution au départ quand vous avez commencé à faire du théâtre. J'étais un comédien qui ne travaillait pas, donc il fallait bien que je vive d'une manière ou d'une autre. Donc j'avais pas le choix. En fait, il fallait puis même le principe, l'idée, l'envie de compagnie, ça a toujours été mon moteur principal. J'ai toujours rêvé de troupe, d'une vie de troupe. D'ailleurs, je crois que vous avez vu Ariane Mouchkine, ça vous a marqué. Ah oui, moi j'ai grandi avec le Théâtre du Soleil. J'ai vu tous les spectacles d'Ariane Mouchkine et du Théâtre du Soleil. On y allait avec Joël Pagier, d'ailleurs mon premier prof de théâtre, et on allait voir tous ces spectacles. Je l'avais rencontré à plusieurs reprises. Et donc non, mon rêve de théâtre, c'était un rêve de troupe. Je rêvais de monter des spectacles où on pouvait être 30, 40, voilà. Et j'ai aimé Dommage qu'elle soit une putain, on était 30, Les Sorcières de Salem, on était 22. Enfin, ce qui m'a toujours fait vibrer, c'est la vie de troupe. Voilà, mais en même temps, créer une compagnie, c'est pas facile. Il faut que beaucoup d'autres vous suivent et acceptent de jouer le jeu, Thomas Le Doirec. Oui, alors quand t'es jeune, tout va bien. Après, ça devient plus compliqué en vieillissant, parce qu'on a tous besoin, à un moment donné, au départ, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, mais à un moment donné, il faut gagner sa vie, et c'était ça qui a été, c'est là où tout d'un coup, on perd des gens au bord de la route, quoi. Il y en a des gens qui restent au bord de la route parce qu'ils ne peuvent pas, qui ne trouvent pas un moyen de survivre, en fait, en faisant du théâtre. Oui, mais en général, une compagnie, c'est un genre. Là, vous avez touché à tous les genres, la comédie, le théâtre, le cirque, le musical. Tout y est passé, Thomas Le Doirec. C'est pas si fréquent. J'aimais pas me répéter. En fait, j'avais beaucoup de mal une fois que j'avais fait quelque chose qui fonctionnait, j'avais pas envie de le refaire. Ça a toujours été ma ligne directrice. Et donc, quand je faisais un succès, parce que le premier grand succès de la compagnie, c'était Le Dindon. J'avais fait une adaptation très personnelle du Dindon de Georges Feydeau. Ça nous avait permis de vivre, en fait, de gagner, commencer à gagner bien notre vie. Et on m'a proposé tout de suite de refaire un Feydeau, mais j'avais pas envie de refaire ce que j'avais déjà fait. Donc, je suis parti à nouveau dans une autre aventure. Ça a toujours été, j'avais envie il y a quelque chose en moi d'ogre. Je suis un peu un ogre. J'ai besoin de découvrir plein de choses différentes. Voilà. Et c'était ça qui me permettait de continuer à apprendre. J'ai toujours eu besoin d'apprendre. Et la première pièce que vous avez signée, c'était sur le dos d'un éléphant. C'est une des premières pièces de la compagnie aussi. Oui, c'est la première pièce que j'ai signée en tant qu'auteur. Et ça a été la première pièce où d'ailleurs j'ai eu un attaché de presse qui s'appelait Pierre Cordier. C'est Avant? Pierre, tu m'avais rencontré avant. Ça, c'est encore plus beau. Mais en tout cas, on avait démarré avec Pierre Cordier cette pièce sur le dos d'un éléphant. On avait joué dans un petit théâtre qui s'appelait le Bateau Théâtre La Mare au Diable. Et dans ce bateau théâtre, il y avait un autre spectacle qui s'appelait Le Roman d'un tricheur avec Jean-Laurent Cochet. Et Pierre, à ce moment-là, rencontre Jean-Laurent Cochet. Et ce spectacle a été un tel succès qu'ils sont allés jouer au Théâtre Montparnasse. Et après, Pierre n'a pas quitté le Théâtre Montparnasse pendant des années. Voilà. Et vous, jouer sur un bateau, c'était assez courant à l'époque. Ce serait plus le cas aujourd'hui parce que il y avait des bateaux. Le Nez Rouge, par exemple, qui est le plus ancien bateau théâtre navigant, a été construit en 1931. C'est resté un théâtre, mais c'est le seul aujourd'hui. Il n'y a plus de bateau théâtre. Oui, à l'époque, il y en avait quelques-uns.
Il y avait même des bateaux théâtre, il y avait un bateau théâtre de magie aussi. Là, il reste encore des trucs plus café théâtre, enfin plus one man. Mais c'est l'idéal pour démarrer parce que ça nous permettait, oui, ça permettait, c'est un laboratoire. Ces petits lieux étaient des laboratoires. Là, c'était sous le pont des Arts. C'était magnifique. Et c'était mon tout premier producteur. Et il s'appelait Henri Stenelius. Et il nous payait, je ne sais pas pour quelle raison, il nous payait en fait en liquide. oui. des enveloppes craft. Et un jour, il s'est bien, je sais pas, je pense il s'imaginait qu'avec le théâtre, il pouvait peut-être blanchir l'argent. Oui. Et ce qui était extraordinaire, parce que finalement, il s'est rendu compte que ça marchait pas, enfin que c'est pas assez rentable. Et donc, du jour au lendemain, il a disparu. Et Pierre et moi, on est partis à sa recherche, Pierre Cordier et moi-même, et on a découvert en fait que c'était un brigand. Et en fait, on a perdu notre premier producteur, notre seul producteur, et après on a continué grâce au directeur du théâtre qui s'appelait Henri Lazzarini, qui est mort aussi. Tous ces gens-là sont morts, c'est drôle parce que j'en parle, mais ils sont tous morts. Vous êtes toujours vivant aujourd'hui, et surtout, vous avez une habitude, c'est de jouer les spectacles en plusieurs lieux. Par exemple, le portrait de Dorian Gray, qui était une de vos premières pièces, vous l'avez joué dans 3 ou 4 lieux différents. Il faut le courage, il faut persister, il faut insister. Alors c'est par nécessité, parce que à l'époque on n'avait pas les moyens, comme on avait très peu de moyens, c'est qu'on pouvait pas faire de publicité, donc le seul moyen de faire parler de nous, c'était la persévérance. Fallait revenir au combat jusqu'à ce qu'on entende parler de nous. Donc c'était notre communication à nous, c'était la durée. Voilà. Eh ben, nous aussi, c'est la durée, puisque ça fait quand même 10 ans que les clés d'une vie existent. Et on va continuer à évoquer votre parcours à travers une autre date, le 9 septembre 2011. À tout de suite sur Sud Radio avec Thomas Ledouarec. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Thomas Ledouarec, comédien, metteur en scène, directeur de compagnie, directeur de théâtre, enfin, toutes les activités possibles et imaginables par passion. On a évoqué vos débuts. Et puis, il y a une date importante dans votre vie, le 9 septembre 2011. C'est la première d'un spectacle lié à une rencontre avec cet homme. Comme disait Unamuno, un grand auteur espagnol, Miguel de Unamuno, j'ai le sentiment tragique de la vie. Voilà. René de Obaldia. René de Obaldia, beaucoup compté dans votre vie, Thomas Ledouarec. René, ça a été un ami, c'était plus qu'un ami, c'était un maître et à la fois un complice. Alors c'était beaucoup plus tôt, j'ai connu René, c'était en 98. J'avais monté déjà une première version du Vent dans les branches de Sassafras au théâtre du Ranelagh avec Maurice Barrier. Tout à fait. Et là c'est aussi au Ranelagh, et c'est la pièce qui a été jouée au départ par Michel Simon et ensuite par Jean Marais. Exactement, tout à fait. Et du Vent dans les branches de Sassafras, qui était le grand succès d'Obaldia. Et j'avais créé une première fois en 98. Et en 2011, on le remonte avec Patrick Préjean cette fois-ci. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, cette rencontre avec Obaldia, c'est important parce que il est le symbole d'une culture théâtrale que vous vénérez. Oui, c'est l'amour des mots, c'est l'humour, c'est quelqu'un qui peut être à la fois drôle et intelligent, c'est l'élégance. C'est un monde qui a malheureusement un petit peu disparu. Avec lui, est parti un pan de la culture française que je vénérais, oui, que je vénère encore d'ailleurs. Mais j'ai eu la chance de monter 5 spectacles avec lui. Il a écrit une pièce pour moi, pour la compagnie. Et ça a été des souvenirs extraordinaires. Oui, parce qu'il nous a quittés à 103 ans. Je l'avais reçu dans les clés d'une vie pour ses 100 ans. Et ça reste aujourd'hui l'un des auteurs français les plus joués dans le monde. Mais on ne le sait pas assez parce qu'il ne le disait pas. Il restait très modeste. Oui, et après il était très malheureux de ne pas être plus monté en France par les grands noms du théâtre, parce que il a malheureusement, il en a beaucoup souffert. J'étais un des seuls à le monter à l'époque, et il était énormément monté par les amateurs, mais très peu par les professionnels. Alors que dans le reste du monde, il était monté régulièrement. Alors qu'il a toujours été monté, mais tout le monde pensait à ce qui était extraordinaire avec René de Obaldia quand je parlais de lui. Quand je disais que je montais une pièce de ballet, tout le monde pensait qu'il était mort. Oui, mais moi je le croisais, il avait 97 ans, et il faisait croire à tout le monde qu'il avait 104 ans. C'était son grand jeu. Et c'était un homme d'une modestie totale, qui avait plein de choses à raconter, et qui avait une force incroyable à 90 ans. Moi je le croisais, il habitait près du théâtre de Paris, il avait son vélo, bien avant tout le monde, il avait un 5e étage sans ascenseur, et ça ne posait aucun problème. Mais c'est ce qu'il a maintenu en forme jusqu'à 103 ans, hein. Alors, il se trouve que il a aussi monté. Vous avez monté cette pièce au Ranelagh, et le Ranelagh a été un théâtre cher à votre cœur, Thomas Ledouarec. Ah oui, c'est un théâtre que j'ai
que j'ai beaucoup fréquenté, que je fréquente encore. J'y joue là toujours depuis des années. J'y joue le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, qui se joue en permanence au théâtre du Ranelagh. J'y ai monté plus d'une vingtaine de spectacles au Ranelagh. Donc j'ai commencé en 91 au Ranelagh et je suis toujours là aujourd'hui en 2026. Et dans les années 50-60, ça a été le studio de Radio Luxembourg où on venait enregistrer les pièces de théâtre et les feuilletons de Zapimax. Ça se passait dans la salle du Ranelagh tous les jours. Je savais pas. Alors, il se trouve que vous avez fait beaucoup de spectacles, mais vous avez aussi été l'un des pionniers de la lecture-spectacle, Thomas Le Douarec. Aujourd'hui, beaucoup de gens le font. Vous l'avez fait un peu avant tout le monde avec Judith Mag, Francis Lalanne et quelques autres. Ouais, ça, je l'avais fait pour René. C'était par rapport, on avait monté avec René Dobaldia un festival au Baldia. C'était avec Stéphanie Tesson, Marie-Hélène Briand et Catherine Develay, qui était à l'époque directrice du Ranelagh. Maintenant, c'est Benjamin Dumas et Bénédicte Dubois qui dirigent cette magnifique maison Renaissance flamande, tout en bois. Enfin, c'est un très beau théâtre, un des plus beaux théâtres de Paris. Et à l'époque, on avait fait un festival au Baldia, donc on avait voulu aborder toutes les pièces de René. Donc on pouvait pas tout monter, donc on a fait des lectures spectacles. Et Judith Magre, qui est aussi ma cousine, faut savoir qu'elle est ma cousine. Et qui est toujours en scène à 98 ans. Et qui est toujours là, qui est toujours sur scène, et qui est formidable, et qui avait beaucoup donné de sa personne, et qui avait effectivement joué le jeu, et avait lu certaines pièces de René qu'on ne pouvait pas monter. Oui, c'est devenu presque une mode. Alors certains disent parce que les comédiens sont paresseux, ils lisent des textes parce qu'ils ne les apprennent pas. C'est pas si facile que ça, la lecture spectacle, Thomas Le Douarec. Non, alors moi c'est pas quelque chose qui me fascine hein, plus que ça. Je trouve que le théâtre n'est pas fait pour être lu, il est fait pour être joué, incarné même. Donc non, ça n'a pas été. Quand je l'ai fait, c'est vraiment parce que pour que le plaisir d'entendre un texte, le faire entendre. Voilà, c'est juste le faire entendre. Mais il y a un festival à Grignan chaque année de lecture qui fonctionne très bien et ça permet à d'autres spectacles de vivre ensuite. Et c'est puis, vrai. Il y a un spectacle dans lequel vous avez innové totalement, Thomas Le Douarec, c'est l'adaptation du Cid en flamenco. Et ça, il fallait le faire. Alors ça a été un magnifique succès, oui, de la compagnie. Ça a été une très belle aventure. On l'avait créé au Théâtre de la Madeleine en 1998. Et après, on l'a joué au Théâtre Marigny, au Théâtre Antoine, au Donou, au Ranelagh. Et pourquoi avoir fait ça? À chaque fois quand tu mets en scène un spectacle, d'abord tu cherches à y amener toi ta petite pierre, et du coup quand j'ai commencé à ouvrir le livre, je me suis rendu compte que toute l'action se passait à Séville, et moi Séville pour moi c'est l'Andalousie, c'est le flamenco, c'est la tauromachie, c'était ça a évoqué pour moi plein de choses, et j'ai voulu mettre toute cette imagerie de l'Andalousie dans ce spectacle, et c'est ça qui m'a donné envie de faire venir des danseurs, des musiciens flamenco, et d'inviter la tauromachie en fait et cette danse et cette musique dans ce spectacle, et ça a été effectivement une magnifique rencontre. Ça a tout de suite fonctionné et ça a eu un succès incroyable, et on me le demande encore aujourd'hui hein. En plus, vous êtes parti de la première version du Cid de 1636 qu'on connaît peu parce que Corneille a réécrit le Cid plusieurs fois. Oui, c'est toujours un peu éloigné de cette version où il avait 30 ans, qui est une version beaucoup plus vivante, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus. Il a voulu en fait après petit à petit rentrer dans les dogmes, enfin dans la règle des 3 unités, unité de temps, de lieu et d'action qui était imposée à l'époque par Richelieu. Donc il a voulu un peu il s'est lissé avec le temps, mais alors à la première création, c'était bouillonnant le Cid, et j'ai voulu retrouver cette énergie-là, ce bouillonnement. Et ce qui vous a aussi inspiré, c'est le temps des spectacles que vous découvriez quand vous étiez ouvreur au Théâtre de la Ville, où il y avait plein de ballets qui vous ont marqué, qui sont peut-être aussi à l'origine de tout ça, Thomas Le Douarec. Ouais, j'ai travaillé 4 ans comme ouvreur au Théâtre de la Ville. C'était sous la direction de Gérard Violette. Et c'était pour le plus grand théâtre au niveau de la danse contemporaine. J'ai découvert Pina Bausch, j'ai découvert tellement de chorégraphes, Bouvier, Obadia, Caroline Carlson, des gens qui m'ont marqué, que j'ai rencontrés, que j'ai eu la chance avec qui j'ai sympathisé. Et c'est des gens qui m'ont marqué, qui m'ont influencé au niveau de la mise en scène, presque plus que certains metteurs en scène de théâtre. Et puis alors, dans votre palmarès, il y a deux spectacles étonnants sur les Monty Python. Et ça, on imagine mal le Cid et les Monty Python montés par le même homme. J'ai toujours aimé les Monty Python. C'est un humour tellement incroyable, tellement. C'est eux qu'on
qu'ont développé, comment dire, ils ont apporté quelque chose à la télévision que après ils ont été tellement copiés. Leurs sketchs télévisés sont fabuleux. Moi, j'étais parti en fait du Monty Python Flying Circus, qui étaient des sketchs pour la télé, faits pour la télé, que j'ai adapté pour le théâtre, et on en a fait 3 spectacles qu'on a joué également après en Irlande, en Angleterre, et qu'on était, on avait comme parrain Terry Gilliam, Terry Jones et Michael Palin. Il se trouve que effectivement c'était une série de télévision entre 70 et 74 qui a été pour les Anglais une révolution aussi forte que les Beatles dans la chanson, parce qu'ils ont inventé une nouvelle forme d'humour qui était l'humour absurde. Et moi je me souviens de du premier film tiré de ces émissions qui s'appelait Pataquès, qui est sorti dans les salles de cinéma dans les années 70. Je crois qu'on était 10 dans la salle à rire, à se tordre de rire, parce que personne ne comprenait au départ. Ça a mis un certain temps à s'installer. Oui, non, mais c'était absolument un travail phénoménal de les adapter en français. Parce que cet humour est tellement loin du nôtre, mais j'ai adoré faire ça. Et Terry Gilliam, qui est donc le maître du genre, vous l'avez rencontré? Ah oui, mais plusieurs fois, on a travaillé ensemble. Ça a été le plus présent de tous les Monty Python. Et il nous a emmenés en Angleterre, on a joué à Londres pendant 2 mois ce spectacle, en français, surtitré en anglais. Ça, c'était incroyable. Enfin, c'était un pied de nez, ça les faisait rire, en fait, de faire venir des Français pour jouer les Monty Python. Parce qu'ils n'avaient jamais donné les droits à personne d'autre qu'à nous. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que Terry Gilliam a travaillé pour un journal français, Pilote, oui, car il était très ami avec René Goscinny. Ils avaient le même point commun, pour la même passion pour un journal qui s'appelait Mad. Ouais, quand on avait créé le spectacle, c'était au Palais des Glaces, la toute première version des Monty Python. Il était aussi très ami, Terry Gilliam, avec Albert Dupontel, et qui était venu. En fait, on avait passé la soirée. Ça a été une soirée, la première des Monty Python à Paris. Ça a été, on a fini à 8h du matin. Ah oui, carrément. C'était incroyable. Alors, il y a aussi quelqu'un qui vous doit beaucoup, Thomas Ledoirec, c'est Paul de Wandre, avec Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, que j'ai reçu d'ailleurs dans l'émission. Vous avez mis en scène ce spectacle qui est devenu culte. Oui, ça va bientôt faire, cette année, ça va faire la 20e année qu'on travaille, Paul et moi, sur ce spectacle. On joue à partir du 16 octobre à Bobino, du jeudi, vendredi, samedi et dimanche, à 19h. Donc, je vous encourage à aller le voir, surtout que c'est une nouvelle version, c'est une version 2.0. On a réécrit le texte pour le remettre au goût du jour, et donc ça fera 20 ans, Paul et moi, qu'on travaille sur le couple, enfin sur les relations hommes-femmes. Oui, donc ça a été une aventure extraordinaire. Je crois qu'on n'a jamais, lui et moi, on a tout fait. On a fait toutes les salles. On a joué au Zénith de Paris, on a joué à Olympia, au Casino de Paris. On a fait tous les Zéniths de France. Enfin, c'était une histoire extraordinaire. Et comment vous êtes arrivé là-dedans? Et par hasard, parce qu'au départ, il avait jamais fait de théâtre. On s'était rencontrés à Marseille dans un tout petit café-théâtre. Et ensuite, au départ, j'avais dit non, ça m'intéresse pas du tout. Et je l'avais suivi dans un séminaire pour les couples, parce qu'il donnait des séminaires pour les couples. J'étais venu donc à l'époque avec Michel, qui était mon épouse, et je me suis laissé prendre au jeu. J'ai dit, mais attends, autant sur scène, c'est pas encore ça, mais là, ce que tu nous fais faire, nous les couples, tu vois, s'il y a vraiment un truc à trouver, un truc à développer. Donc on s'y est mis, on a travaillé, on a écrit ensemble un spectacle qui a été cet incroyable succès que sont Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Vous l'expliquez, ce succès? Non. On n'avait aucune idée au départ quand on l'a écrit, quand on l'a joué la première fois. On l'a créé à Bruxelles, au BAO, qui s'appelait le Bouche à Oreille, qui était un tout petit théâtre de 100 places. Et 6 mois après, on jouait à Forêt Nationale, qui est à Bruxelles, et c'est là où a joué les Rolling Stones, qui fait 7000 places. On a fait 7000 personnes à Forêt Nationale, 6 mois après la première, au BAO. C'est un truc, je n'ai jamais vécu un truc pareil. Jamais. C'est fou. Alors, vous avez dit à vos débuts que vos 3 premiers spectacles étaient les plus importants, et qu'après, on ne pouvait pas se renouveler. C'est pas le cas, vous vous renouvelez sans arrêt, Thomas Ledoirec? J'essaye toujours de me renouveler, de me réinventer, surtout d'apprendre, parce que là, j'ai monté récemment un spectacle sur les mathématiques. J'étais pas très doué en mathématiques. J'ai gardé un très mauvais souvenir des mathématiques lors de ma scolarité. Et là, quand tout d'un coup, quelqu'un me propose de faire un spectacle sur les mathématiques, c'est un tel défi pour moi. J'adore relever les défis. C'est ça qui est un moteur dans ma vie. C'est d'apprendre, encore apprendre, toujours apprendre. Nous, on va en apprendre un peu plus sur vous dans quelques instants, en évoquant la date du 23 octobre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Thomas Ledoirec.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Thomas Le Douarec. On a évoqué votre parcours avec tout ce que vous avez monté et qui est assez hallucinant. Et puis, le 23 octobre 2025, une nouvelle aventure. Au studio Huberto, vous jouez Ce qui reste d'un amour. Alors, c'est une histoire après une rupture, un an après la rupture d'un couple, ils se retrouvent. C'est à peu près ça au départ. C'est le point de départ. Oui, c'est le point de départ. Alors, c'est une pièce de Carlotta Clerici. C'est elle aussi qui nous met en scène. Je ne mets pas en scène. Alors, vous jouez dedans. Je fais que l'acteur. Et ça, c'est un bonheur. Pour moi, c'est une récréation de ne pouvoir faire que l'acteur. Et j'ai la chance d'avoir comme partenaire Caroline Devim. Et c'est très important parce que c'est vraiment une pièce d'acteur. C'est avant tout, c'est ce que raconte ce couple qui va se retrouver un an après cette rupture douloureuse. Ils l'ont très mal vécu l'un et l'autre. Et elle débarque, Alice, jouée par Caroline, débarque en pleine nuit à 3h du matin et demande des comptes, dit pourquoi j'ai pas de nouvelles de toi, pourquoi on s'est quitté comme ça, qu'est-ce qui reste de cet amour, cet amour incroyable qu'on a vécu ensemble. Et alors je vais pas en dire plus parce que il va se passer cette nuit, elle va être assez incroyable. Et à la fin de cette nuit, ça s'arrête et la deuxième partie de la pièce, c'est un an après cette nuit, cette fameuse nuit. Cette fois-ci, c'est Hugo qui revient chez Alice, frapper à sa porte. Et c'est un peu une pièce écrite en miroir. Donc, les rôles sont un peu inversés. Et on découvre à la fois... C'est en ça qu'on va se retrouver à un moment donné dans le personnage de Hugo, que je joue, et à un moment donné, on va se retrouver dans le personnage de Alice, qui est joué par Caroline. Donc, ça veut dire que tout le monde peut se retrouver dans ce couple avec des moments qu'il a vécus. Exactement. Oui. Et c'est vraiment, on essaye d'être le plus sincère possible, le plus vrai possible. Moi, j'y ai mis tout ce que j'ai appris de la vie en couple, enfin tout ce que j'ai appris de la vie en général d'ailleurs. On vient toujours, quand on est comédien, on vient avec ses propres bagages. Et Caroline pareil. Donc on a fait un travail avec Carlotta extrêmement de spéléologie, on va dire. C'est quand on est allé à la recherche de nos émotions, de tout ce qui nous a fabriqué nous en tant qu'hommes et en tant que femmes. Enfin, en tout cas, ce qui nous a permis de comment on a pu aimer, ce qui reste de tous ces amours qu'on a pu traverser dans la vie. Oui. Mais c'est une pièce universelle puisque vous expliquez ou vous réfléchissez à comment conjuguer amour, liberté et réalisation de soi. C'est un sujet universel. C'est universel et puis je pense que ça devient de plus en plus difficile de s'aimer aujourd'hui. Les hommes et les femmes pour s'aimer aujourd'hui, la société évolue à une telle vitesse aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les gens se renferment sur eux-mêmes et ça devient de plus en plus difficile d'aller vers l'autre. Et puis c'est un univers que vous connaissez bien puisque votre personnage est comédien et musicien et que la femme est comédienne. Oui, exactement. Mais on essaie de se rapprocher le plus possible de nous, parce que c'est vrai que la matière première, c'est avant tout de l'acteur, c'est son parcours, c'est ses propres émotions. Et puis Carlotta nous a écrit cette pièce en pensant à nous. C'est ça aussi qui fait la particularité de ce spectacle. Oui, parce que c'est une aventure de famille. Carlotta Clerici, c'est une scénariste italienne qui vit en France aujourd'hui et avec qui vous avez déjà travaillé. On avait déjà écrit un scénario ensemble pour le cinéma qui s'appelle Le Saut de l'Ange. Elle avait écrit une pièce qui s'appelle L'Envol, qui est magnifique pièce, que je vous encourage à découvrir. Et on a fait un scénario et qui est en voie de développement, donc qui j'espère un jour verra le jour. Et puis Caroline Devim, il faut savoir qu'elle a débuté dans la compagnie Roger Louret. Ceux qui ont vu les émissions de Jean-Pierre Foucault, les années tubes, l'ont vu pendant 4 ans chanter dans cette émission. Elle a été dans les 10 commandements et surtout, je crois que c'est le 10e spectacle que vous jouez avec elle. Oui, elle fait partie de la compagnie. Elle fait partie de toutes mes aventures. C'est une artiste rare parce que complète. Il y a peu d'artistes comme elle qui ont la capacité elle est chanteuse, danseuse, comédienne et musicienne. Elle a tous les talents. C'est même, ça en devient, ça donne envie. On aimerait pouvoir être comme elle, mais on avait commencé sur Mike. J'avais monté une comédie musicale sur Mike Brandt qui était au Théâtre Comédia. Et pourquoi justement cette comédie musicale sur Mike Brandt ? Oh, j'adore cette époque. J'adore les années 70 et en particulier Mike Brandt qui est une étoile filante, qui a traversé le paysage du showbiz à la vitesse de l'éclair. Sa vie n'a duré, en fait, ça n'a duré que 4 ans.
4 années incroyables où à chaque fois il flirte tous les charts. Enfin, il est à la une de toutes les magazines. Enfin, c'était un personnage extraordinaire. Et puis il meurt. Voilà. Donc c'est un destin fabuleux. Ça commence à Auschwitz et ça finit. Il s'envole. Il saute par la fenêtre. Donc c'est un destin incroyable. Et d'ailleurs, sa mort reste un mystère. Il y a plein d'hypothèses depuis quelque temps qui circulent. Est-ce qu'il s'est suicidé ou est-ce qu'on l'a suicidé? La question est posée aujourd'hui par sa famille. Tout à fait. Mais après, et donc Caroline Devym incarnait dans ce spectacle Dalida, qui elle aussi a connu un destin tragique. Qui a aussi connu un destin très tragique. Oui. Et donc vous avez repéré et vous avez ensuite continué à travailler avec elle. Oui, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette artiste et on a commencé ensuite à travailler une pièce. On a fait une comédie musicale sur le portrait de Dorian Gray qui s'appelait Dorian Gray. Et après on a fait surtout un spectacle qui raconte sa vie. Caroline découvre à l'âge de 8 ans qu'elle a un père afro-américain. Donc elle découvre qu'elle est noire, en fait, à 8 ans, qu'elle a du sang noir alors qu'elle est blonde aux yeux bleus. Donc c'est une histoire incroyable qu'on raconte dans un spectacle qui s'appelle Le jour où je suis devenue chanteuse black, qu'on a coécrit ensemble et qui se joue encore aujourd'hui. Alors ce qui est étonnant aussi, c'est que tous vos spectacles ont une particularité depuis des années. Thomas Ladorec, ils sont créés à Avignon. C'est le cas de Ce qui reste un amour. De tous les spectacles que vous avez créés, il y a toujours ce lien avec Avignon. Oui, j'ai fait mon premier festival à Avignon en 1991, donc ça fait plus de 35 ans que je fais le festival tous les ans. Et j'en ai quasiment pas raté un seul. Et j'ai cette passion, j'aime ce festival. C'est à la fois la jungle, c'est une foire, c'est un laboratoire, c'est là où on peut tout démarrer, toutes les aventures. On est au contact direct avec le public, qui sont souvent des passionnés. C'est très rare de pouvoir s'arrêter dans la rue. Il n'y a pas un jour où, quand je fais le festival Avignon, où je m'arrête pas dans la rue pour parler avec les spectateurs. Oui. Et ils me connaissent tous. Enfin, je retrouve mon public. Oui, mais en même temps, c'est un risque financier, c'est épuisant, il faut tracter tous les jours. Oui. Il y a de plus en plus de monde, c'est pas facile. Oui, mais il y a quelque chose que je retrouve cet esprit de troupe qui a été mon moteur pour moi. Le théâtre, ça a toujours été cette vie en communauté. Et puis il y a une dimension physique. C'est vrai que vous parliez, Jacques, de la difficulté de faire le festival, parce qu'il y a aussi c'est tous les jours, c'est cette chaleur. Il faut tracter, il faut se battre. C'est une espèce de bataille. Il y a quelque chose de cette dimension physique me plaît en fait dans le théâtre. J'aime ce défi physique d'aller puis d'aller convaincre les spectateurs de les retrouver. Voilà, j'adore le festival. Et j'ai un théâtre, je co-dirige le Théâtre des Lucioles depuis 2020. Théâtre des Lucioles qui en plus bat tous les records. Cette année, on avait plus de 38 000 spectateurs. On a fait 15 spectacles qui ont été complets pendant 2 jours. Tous les spectacles étaient complets. C'est une aventure que je vous conseille d'aller à Avignon, aller faire le festival. Beaucoup de gens y vont chaque année. Il y en a même de plus en plus. Alors, Ceux qui restent dans l'amour, justement, vous l'avez créé à Avignon parce que c'est aussi une façon de rôder un spectacle avant de le jouer ailleurs. Alors moi, j'aime pas dire rôder parce que rôder à Avignon, c'est impossible parce que tous les Parisiens sont à Avignon. Les journalistes sont à Avignon. Donc non, on rôde pas à Avignon, mais en tout cas, ça nous donne, si vraiment le spectacle trouve son public, si vraiment il y a un bouche-oreille qui se crée, c'est que tout d'un coup, peut-être la possibilité de Paris est envisageable. Ça nous donne peut-être l'espoir d'aller jouer après à Paris. Ce qui est étonnant avec vous, Thomas Ladorec, c'est que vous avez monté un nombre incalculable de spectacles et finalement vous êtes assez peu médiatisé. Bon, on vous entend aujourd'hui sur Sud Radio, mais c'est pas si fréquent. Alors ça a été toujours, ma carrière a toujours été en dents de scie. Et il y a des succès incroyables, des moments où j'ai été ultra médiatisé. J'aurais préféré l'être moins. Quand je mets en scène Bernard Tapie dans Vol de Tunnel de Coucou, ça a été incroyable, ça a été presque trop. Oui. Et puis il y a des moments où effectivement je fais un travail d'artisan. Donc j'ai toujours travaillé avec ma compagnie. Finalement, j'ai peu travaillé avec les vedettes. J'ai toujours été assez mal à l'aise en fait de travailler avec
des vedettes. J'ai toujours été plus à l'aise avec ma troupe, avec des comédiens de ma troupe, et donc c'est vrai que j'ai toujours été un artisan. Donc les gens de théâtre me connaissent, mais après le grand public ne me connaît pas, ils me connaissent pas forcément, mais ça m'empêche pas de vivre de ce métier depuis toujours et d'en vivre bien. Oui, mais en même temps, ne pas travailler avec les stars, certains disent ça ne peut pas marcher, ce qui est faux. Non, c'est faux. D'ailleurs, la preuve vivante en est Alexis Michalik, qui n'a jamais travaillé avec une seule vedette et qui a réussi à faire vivre son nom sans vedette. Voilà. Et il fut une époque où effectivement une Jacqueline Maillan remplissait la salle pendant 3 ans. Aujourd'hui, une star du cinéma fait de théâtre 90 jours, donc c'est pas suffisant. Non, et puis c'est très rare en fait. Malheureusement, les directeurs de théâtre continuent à penser que la vedette est leur salut, alors que c'est faux, parce qu'on découvre en fait que tous les grands succès au théâtre, souvent, ce ne sont pas des vedettes qui les ont apportés. Et vous êtes d'autant plus courageux que votre compagnie, vous n'avez jamais reçu, malgré vos demandes, la moindre subvention. Non, jamais. J'ai demandé pendant 10 ans des subventions. Et malheureusement, il y a eu un obstacle parce qu'à l'époque, la DRAC ma compagnie est parisienne, donc elle se situe dans le 19e à Paris. Et j'avais un référent qui était Yves Chevalier, et qui est à la retraite maintenant, et il se reconnaîtra, et qui en fait m'a toujours bloqué la route. Et il détestait mon travail. Il me disait, à chaque fois que je le voyais, il disait, mais t'as pas besoin de subventions, tes spectacles marchent, c'était le succès, et tu as toujours rencontré le succès, donc pourquoi tu demanderais des subventions? Voilà, ça a toujours été sa réponse. Vous avez fait 30 000 représentations dans 10 pays différents. Oh, je sais plus, j'aurais pu à compter, mais là, j'ai des spectacles j'ai la chance de jouer les spectacles pendant des années. C'est ça qui a fait aussi ma force, c'est que ne serait-ce que le portrait de Dorian Gray, je le mets en scène, je l'ai adapté, mais je le joue et j'en ai fait plus de 1200 représentations du portrait. Oui, et à chaque fois que vous gagnez de l'argent, vous le réinvestissez dans votre compagnie. Tout à fait. Et alors, quand je dis que je n'ai jamais été subventionné, c'est vrai, je n'ai jamais touché aucune subvention, mais c'est un peu faux parce que indirectement, je vis des dates de tournée. Quand on monte un spectacle, on le tourne en province et les gens qui nous achètent le spectacle sont souvent des municipalités et avec de l'argent public. Donc en fait, indirectement, c'est l'argent public qui me fait vivre et qui fait vivre ma compagnie. Alors il y a aussi un peu de cinéma. Je crois que vous avez tourné avec Lelouch, c'est l'un des plus célèbres avec lesquels vous avez tourné, avec Didier Bourdon aussi. Oui, j'ai tourné avec Les Inconnus. J'avais un petit rôle, je jouais un photographe de mode dans je me souviens plus, c'était Les Inconnus qui arrêtaient de fumer, je sais plus comment ça s'appelait. Le Paris. Le Paris, voilà, c'est ça. Et Lelouch, ouais, j'ai travaillé 2 fois avec Lelouch. Une première fois, je jouais l'avocat de Fanny Ardant dans Roman de gare, et ensuite alors c'était pas Lelouch qui réalisait, c'était Bernard Werber, c'était nos amis les Terriens. Mais c'était en fait finalement Lelouch qui produisait et qui a fini par réaliser le film, qui a terminé la réalisation du film, parce que en tant que producteur, il avait décidé que ce serait mieux ainsi. Alors, il se trouve aussi qu'il y a un documentaire, l'histoire de la médecine, qui est le dernier documentaire réalisé par Igor Barrère, qui a été pionnier de la télévision dans les émissions médicales, réalisateur de 5 colonnes à la une, et vous avez été la voix de ce film. Oui, j'avais rencontré Igor Barrère, ça m'avait beaucoup touché parce que il connaissait mon père, mon père est chirurgien. Ma famille, en fait, c'est pour ça que d'ailleurs j'étais pas prédestiné à faire du théâtre, parce que je suis issu d'une famille de médecins, que ce soit du côté de ma mère comme du côté de mon père, et je suis un vilain petit canard. J'aurais jamais dû faire du théâtre, mais voilà, c'est comme ça. C'est peut-être la seule chose que vous avez ratée. Voilà, la vie a voulu autre chose de moi. Mais en tout cas, voilà. Donc Igor Barrère, pour moi, ce qui était un homme passionné de médecine, passionné de santé, et qui a fait beaucoup d'ailleurs pour la santé à la radio et à la télévision. Et vous êtes aussi un passionné, et on va le découvrir à Hébertot avec Ceux qui restent dans l'amour. Je précise que c'est du mercredi au samedi à 21h, le dimanche à 16h, avant d'autres projets, parce que vous allez pas dimanche à 17h. À 17h. Et du jeudi au samedi à 19h, le dimanche à 17h, et c'est vraiment une autopsie des relations amoureuses. Eh ben, on va s'y précipiter avec amour, si j'ose dire, et puis continuer ainsi, Thomas Ledorec, à vivre cette passion. Et merci Jacques de m'avoir invité. Avec joie, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.